Je me souviens encore de l'odeur aseptisée de la chambre 317, ce mélange cruel d'alcool médical et de fleurs fanées que quelqu'un avait déposé par politesse. Les murs étaient trop blancs, trop silencieux, comme si l'hôpital retenait son souffle avec moi. J'étais allongé là, le bras perfusé, le cœur encore fragile après l'intervention, quand mon mari est entré. Il n'avait pas l'air inquiet. Il n'avait pas l'air amoureux non plus. Son visage était fermé, presque administratif, comme s'il venait régler un dossier en retard. Il a tiré la chaise et s'est assis sans me toucher. Pas même une caresse sur la main. À ce moment précis, j'ai su que quelque chose était brisé, mais je ne savais pas encore à quel point. Je ne vais pas tourner autour du pot, a-t-il dit d'une voix basse, contrôlée. Je veux divorcer. Le mot a résonné plus fort que les machines autour de moi. Divorce? À l'hôpital, alors que je sortais à peine de l'anesthésie, encore faible, encore vulnérable. J'ai cligné des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. J'ai cru à une mauvaise blague, à une phrase mal formulée, à un moment de panique de sa part. Mais non, son regard était fixe. Décidé, il a continué à parler, comme si j'étais déjà absente. Il a évoqué la fatigue, les années difficiles, l'ambiance devenue pesante, et surtout l'argent. Toujours l'argent. Selon lui, je dépendais trop de lui. J'étais un poids, une charge de plus. Il a même osé dire que ma maladie récente lui avait ouvert les yeux sur l'avenir qu'il ne voulait plus. Je me sentais humilié, mais surtout invisible, comme si 20 ans de vie commune pouvaient être effacés par une signature au bas d'un papier. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'écoutais, figé, pendant qu'il expliquait qu'il avait déjà consulté un avocat, qu'il voulait faire ça proprement, et que de toute façon, je n'aurais pas les moyens de me battre. Il ne savait pas, et c'était presque fascinant. Dans son esprit, j'étais toujours cette femme discrète, travaillant un peu sur son ordinateur, gagnant de quoi payer quelques factures, rien de plus. Il croyait être le pilier, le sauveur, celui sans qui je m'écroulerais. Et allongé dans ce lit d'hôpital, je l'ai laissé croire. Je l'ai laissé parler, expliquer comment il voyait notre séparation, comment il comptait garder l'appartement, comment il était prêt, par bonté, à m'aider quelques mois. À cet instant, si cette histoire commence à vous intriguer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire aussi intense et surprenante que celle-ci. Quand il s'est levé pour partir, il m'a lancé un dernier regard, presque compatissant. « Repose-toi » a-t-il dit. « On reparlera des détails plus tard. » La porte s'est refermée doucement, trop doucement, et dans ce silence retrouvé, alors que les machines reprenaient leur rythme monotone, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère, ni même de la tristesse. C'était une clarté froide, lucide. Il venait de me quitter au moment où il me croyait la plus faible, sans se douter une seule seconde de la vérité que j'ai gardée pour moi, et qui allait bientôt tout bouleverser. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. Les lumières du couloir filtraient sous la porte, découpant des ombres lentes sur le mur. Chaque bit de la machine me rappelait que mon corps avait été ouvert, réparé, refermé, alors que mon mariage, lui, venait d'être tranché net, sans anesthésie. J'ai repassé la scène encore et encore dans ma tête, son ton calme, ses mots choisis, cette manière qu'il avait de parler de moi comme d'un problème logistique. Au petit matin, une infirmière est entrée avec un sourire professionnel. Elle m'a demandé si quelqu'un viendrait me chercher à ma sortie. J'ai hésité une seconde avant de répondre non. Dire son nom m'aurait donné la nausée. Elle a hoché la tête, notant quelque chose sur son dossier. Puis elle est repartie, me laissant seul avec mes pensées. Je me suis alors autorisé à pleurer. Pas longtemps. Des larmes silencieuses, presque élégantes, qui glissaient sur mes tempes et disparaissaient dans l'oreiller. Je pleurais la femme que j'avais été avec lui, celle qui s'excusait trop, celle qui minimisait ses réussites pour ne pas froisser son ego, celle qui répondait toujours « ça va » quand ça n'allait pas. Mon téléphone a vibré. Un message de lui. Court, froid. Il demandait quand je pensais sortir, parce qu'il devait s'organiser. Pas un mot sur ma santé, pas un mot sur moi. J'ai posé le téléphone face contre le lit sans répondre. Vers midi, mon médecin est passé. Il m'a expliqué que l'opération s'était bien déroulée, que la convalescence serait rapide si je suivais les consignes. Il parlait, et moi j'hochais la tête, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à l'appartement, à nos comptes, à tout ce qu'il croyait savoir et à tout ce qu'il ignorait. Quand il est parti, j'ai enfin ouvert mon ordinateur portable.
le même que mon mari appelait « ton petit jouet ». J'ai tapé mon mot de passe, accédé à mes dossiers, à mes tableaux, à mes chiffres. Tout était là, clair, solide, indiscutable. Mes contrats, mes virements, mon revenu annuel, 130 000 euros, net, stable et en croissance. J'ai refermé l'ordinateur lentement, comme on referme un coffre-fort. Un sourire presque imperceptible a traversé mon visage. Non pas par vengeance, mais par soulagement. Je n'étais pas coincé. Je n'étais pas dépendante. Je n'étais pas celle qu'il croyait quitter sans conséquence. Dans l'après-midi, ma belle-sœur a appelé. Sa voix était gênée, hésitante. Elle avait entendu parler de la situation. Apparemment, mon mari avait déjà commencé à raconter sa version, celle où il était courageux, honnête et où j'étais fragile, presque incapable de me débrouiller seul. Je l'ai écoutée sans la corriger. Pas encore. Le soir tombait quand j'ai reçu un nouveau message de lui. Cette fois, il parlait de l'avocat. Il proposait un rendez-vous rapide et ma sortie de l'hôpital. Plus vite on règle ça, mieux ce sera pour toi, écrivait-il. Pour moi, j'ai relu la phrase plusieurs fois, sentant une étrange chaleur monter en moi. J'ai enfin répondu. Une seule phrase, polie, neutre. D'accord, nous en parlerons. Il ne se doutait pas que ce rendez-vous allait être le premier moment où les rôles commenceraient à s'inverser. Et allongé dans ce lit, regardant la nuit revenir derrière la fenêtre, je me suis demandé combien de temps encore il resterait aussi sûr de lui. Je suis sorti de l'hôpital 3 jours plus tard. L'air froid de l'extérieur m'a frappé comme une gifle, mais il m'a aussi réveillé. J'avais l'impression de revenir à la surface après une longue plongée. Un taxi m'attendait. Je lui ai donné mon adresse, celle de l'appartement que mon mari considérait déjà comme le sien. Pendant le trajet, je regardais les vitrines défiler, les gens pressés, les couples, les vies ordinaires qui continuaient comme si la mienne ne venait pas de basculer. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai su immédiatement qu'il était passé. Pas pour me préparer un accueil chaleureux, pour trier. Mes chaussures avaient été déplacées, certains tiroirs entr'ouverts. Il n'avait rien cassé, rien volé, mais il avait laissé cette sensation insupportable d'intrusion, comme s'il avait commencé à effacer ma présence. Je me suis assise lentement sur le canapé. Mon corps me rappelait encore l'opération, mais mon esprit était étonnamment calme. J'ai pris mon téléphone et j'ai consulté mon agenda. Le rendez-vous avec son avocat était confirmé pour la semaine suivante. Un cabinet réputé, spécialisé dans les divorces, efficace. J'ai souri. Efficace pour qui? Le lendemain, j'ai appelé mon propre avocat. Une femme. Sa voix était posée, précise. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois pendant que je lui racontais tout, l'hôpital, la demande de divorce, les menaces à peine voilées, l'ignorance totale de mes revenus. Quand j'ai terminé, il y a eu un court silence. Puis elle a simplement dit « Vous êtes dans une position beaucoup plus forte que vous ne l'imaginez ». Ces mots ont résonné longtemps après avoir raccroché. Les jours suivants, mon mari a multiplié les messages. Il voulait fixer les règles, parler des biens, éviter les conflits inutiles. Il me parlait comme à quelqu'un qui devait être reconnaissant de sa générosité. Il proposait des montants, des délais, des conditions. Je répondais peu, toujours poliment, toujours brièvement. Chaque silence de ma part semblait l'agacer davantage. Un soir, il est rentré plus tôt que prévu. Je ne l'attendais pas. Il m'a trouvé à la table de la cuisine, des documents étalés devant moi. Il s'est figé une seconde, surpris. Son regard a glissé sur les papiers, sans vraiment comprendre ce qu'il voyait. Des chiffres, des tableaux, des noms d'entreprises. Il a haussé les épaules, comme si cela confirmait ce qu'il pensait déjà. « Tu devrais te reposer », a-t-il dit. « Tout ça, c'est trop pour toi en ce moment. » Je l'ai regardé, longuement. J'ai failli parler, lui dire, mettre fin à cette comédie. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être l'envie de voir jusqu'où allait sa certitude. Peut-être le besoin de reprendre le contrôle à mon rythme. Il s'est servi un verre d'eau, a parlé de son travail, de ses projets, de sa liberté retrouvée. Il semblait presque léger, heureux même. Et pendant qu'il parlait, je me suis rendu compte d'une chose troublante. Il ne me voyait déjà plus comme sa femme. Il me voyait comme une formalité à régler. Quand il est sorti de la pièce, j'ai rangé mes documents dans un dossier bleu, épais, que j'ai glissé dans mon sac. Le dossier de ma vérité, celui qu'il n'avait pas encore vu.
Et alors que la porte de la chambre se refermait derrière lui, je me suis demandé comment il réagirait le jour où il comprendrait que le pouvoir qu'il croyait avoir ne lui avait jamais vraiment appartenu. Le jour du rendez-vous est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un immeuble moderne, tout en verre et en ligne droite, à l'image de la manière dont mon mari voyait désormais notre séparation. Froide, nette, sans bavure. Il était déjà là quand je suis entré dans la salle d'attente, impeccablement habillé, sûr de lui. Il m'a à peine salué, comme si nous étions de simples collègues venus signer un contrat. Son avocat nous a fait entrer. Un homme affable, sourire maîtrisé, dossier déjà ouvert devant lui. Mon mari a pris la parole en premier. Il a exposé sa version des faits avec une aisance presque admirable. Il parlait de moi avec compassion, évoquait ma fragilité récente, ma dépendance financière et insistait sur son désir d'être équitable. Chaque mot était choisi pour me placer en position de faiblesse. Je l'écoutais sans l'interrompre. Mon avocate, assise à mes côtés, prenait des notes. Elle ne montrait aucune émotion. Quand mon mari a terminé, un silence s'est installé. L'avocat a hoché la tête, puis s'est tourné vers moi, attendant sans doute une réaction émotive, une contestation maladroite. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Mon avocate alors prit la parole. Calmement. Elle a posé quelques questions précises sur nos biens communs, nos comptes, nos habitudes financières. Mon mari a répondu avec assurance, parfois même avec une pointe de condescendance. Il semblait persuadé que tout était sous contrôle. Puis, sans prévenir, elle a sorti un dossier bleu de son sac et l'a posé sur la table. Lentement, délibérément, le même dossier que j'avais préparé. Elle l'a ouvert, a fait glisser quelques documents vers l'avocat d'en face. Des relevés, des contrats, des attestations. J'ai vu le premier signe de trouble sur le visage de mon mari. Une micro-expression, un froncement de sourcils. Il s'est penché légèrement en avant, essayant de lire. Ma cliente, a dit mon avocat d'une voix parfaitement neutre, dispose de revenus personnels conséquents, entièrement indépendants de ceux de son époux. Le mot conséquent est resté suspendu dans l'air. Mon mari a eu un petit rire nerveux. Il doit y avoir une erreur, a-t-il dit. Elle fait quelques missions, mais ce n'est rien de stable. Mon avocate n'a pas relevé. Elle a continué. Elle a parlé de chiffres annuels, de régularité, de progression. Elle n'a pas encore prononcé le montant exact, mais je savais qu'il arrivait. Je pouvais presque sentir la tension monter autour de la table. L'avocat de mon mari feuilletait les documents avec une attention nouvelle. Son sourire s'était légèrement effacé. Mon mari, lui, avait cessé de parler. Il me regardait enfin, vraiment, comme s'il me découvrait pour la première fois. Je suis restée silencieuse, les mains posées sur mes genoux. À cet instant précis, j'ai compris que la dynamique venait de changer. Mais je savais aussi que la véritable déflagration n'avait pas encore eu lieu, parce que dans quelques secondes, un chiffre allait être prononcé. Un chiffre qu'il n'avait jamais imaginé. Un chiffre qui allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur moi et sur le divorce qu'il pensait déjà gagner. Le chiffre est tombé avec une simplicité presque cruelle. Mon avocate l'a énoncé sans emphase, comme une donnée parmi d'autres, mais je l'ai vu frapper mon mari de plein fouet. 130 000 € par an. Pas une estimation. Pas une projection. Un revenu réel, déclaré, traçable. Le silence qui a suivi était lourd, presque embarrassant. Il a cligné des yeux, puis a détourné le regard vers son avocat, comme s'il attendait qu'on démente l'information. Mais l'avocat, lui, continuait de lire, page après page, son front de plus en plus tendu. Plus personne ne souriait. La pièce semblait soudain plus petite. « C'est impossible », a fini par dire mon mari. Sa voix n'avait plus rien de sûr. Elle ne m'en a jamais parlé. Pour la première fois, j'ai pris la parole. Ma voix était calme, étonnamment stable. « Tu ne m'as jamais demandé. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les mots qu'il avait préparés depuis des semaines ne semblaient plus adaptés. Son discours sur ma dépendance, sur sa générosité, sur sa position de force venait de s'effondrer. Sans bruit, mais définitivement. L'avocat a tout sauté légèrement, reprenant le contrôle de la réunion. Il a parlé d'équilibre, de réévaluation des propositions initiales, de la nécessité de revoir certains points. Mon mari ne l'écoutait qu'à moitié. Il me regardait, comme si un puzzle venait de s'assembler trop tard. Je pouvais presque lire la question dans ses yeux. Depuis quand? La réunion s'est terminée plus vite que prévu.
Rien n'était réglé. Au contraire, tout venait de se compliquer. En sortant du cabinet, il m'a suivi dans le couloir. Les portes vitrées renvoyaient notre reflet, deux étrangers liés par une histoire qu'aucun de nous ne reconnaissait plus vraiment. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-il demandé à voix basse, presque blessé. Je me suis arrêté. Je me suis tourné vers lui. « Parce que tu ne voulais pas voir ?» ai-je répondu simplement. Il a soupiré, passant une main sur son visage. « On peut encore discuter. Revoir certaines choses. Tu sais, je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Cette phrase, je l'avais entendue tant de fois, sous tant de formes. Elle sonnait creux. Et pourtant, une partie de moi hésitait encore. 20 ans ne s'effacent pas en un rendez-vous. Les jours suivants ont été étranges. Il se montrait soudain attentionné. Trop. Il proposait de cuisiner, demandait comment je me sentais, parlait de compromis. Même son ton avait changé. Là où il était sûr de lui, il était devenu prudent, calculateur. Il cherchait manifestement à comprendre jusqu'où allait mon indépendance, ce que cela signifiait pour lui. Un soir, alors que je rentrais tard, je l'ai trouvé assis à la table du salon, entouré de papiers. Mes papiers, il les avait sortis de mon sac. Mon dossier bleu était ouvert devant lui. Il a levé les yeux vers moi, pris sur le fait, mais sans s'excuser. J'avais besoin de comprendre, a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Pas de colère immédiate, juste une déception profonde. Une ligne venait d'être franchie. Et dans son regard, je n'ai pas vu de regret. J'ai vu autre chose. Une inquiétude nouvelle, presque de la peur. À cet instant-là, j'ai compris que le divorce n'allait pas seulement être une séparation. Ce serait une bataille silencieuse où chacun révélait enfin son vrai visage. Et je sentais confusément que ce qu'il venait de découvrir dans ces documents n'était que le début de ce qu'il allait perdre. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis resté debout près de la porte, à le regarder feuilleter ma vie comme un dossier administratif. Mes contrats, mes relevés, mes preuves. Tout ce que j'avais construit en silence pendant des années. Il ne me regardait même plus. Il lisait, il calculait, il évaluait. Tu n'avais pas le droit, ai-je fini par dire. Il a levé les yeux, visiblement agacé. On est encore mariés, a-t-il répondu. Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Cette phrase m'a glacé. Elle résumait tout. Sa vision du couple, sa vision de moi, une extension de lui-même, un élément de son système, pas une personne indépendante. Je me suis approché lentement et j'ai repris le dossier blé. J'ai rangé chaque feuille avec un calme presque mécanique. Non, ai-je dit doucement, ce qui me concerne me concerne. C'est précisément ce que tu n'as jamais compris. Il s'est levé brusquement. Tu crois que ça change quoi? Tout ça? A-t-il lancé en montrant le sac. Tu penses que parce que tu gagnes de l'argent, tu deviens quelqu'un d'autre? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre. Je révèle juste celle que j'ai toujours été. Il n'a pas répondu. Son silence était lourd, chargé de quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas de la supériorité, de l'incertitude. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'appartement est devenue étouffante. Nous vivions dans les mêmes pièces, mais dans deux mondes différents. Il faisait semblant de normalité. Moi, je préparais mon départ. Discrètement, efficacement. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. J'ai changé certains mots de passe. J'ai sécurisé mes documents. Chaque geste était un pas de plus vers une liberté réelle, pas seulement symbolique. Mon avocate m'appelait régulièrement. Les négociations s'annonçaient plus complexes que prévu. Mon mari cherchait à renégocier, à ralentir, à reconfigurer ce qu'il avait lui-même déclenché. Il voulait du temps, du dialogue, des arrangements. Plus rien n'était simple. Un soir, il m'a proposé de parler vraiment. Nous nous sommes assis face à face, comme un vieux couple qui essaie de sauver les apparences. Il a parlé de nos souvenirs, de nos débuts, de ce qu'on avait traversé ensemble. Sa voix tremblait légèrement. Il était sincère. Du moins, en partie. Tu sais, a-t-il dit, je ne t'ai jamais vue comme faible, juste dépendante. On s'est habitué à ça. Ces mots étaient peut-être les plus honnêtes qu'il ait jamais prononcés. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pensais à toutes les fois où j'avais minimisé mes réussites, à toutes les fois où j'avais laissé son confort passer avant mes ambitions, à toutes les fois où j'avais cru que l'amour, c'était se faire plus petite pour ne pas déranger. On ne s'est pas habitué, ai-je dit. Je me suis adapté. Et toi, tu t'es installé. Il a baissé les yeux.
Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée, officielle, juridique, une nouvelle proposition de son avocat, plus dure, plus stratégique, moins humaine. Les mots étaient froids, précis, calculés. On ne parlait plus de couple, on parlait de part, de droit, de bien, de stratégie. Je l'ai lu lentement, très lentement, et en refermant l'enveloppe, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. La phase émotionnelle était terminée, la phase réelle commençait. Et au fond de moi, une certitude s'installait. Ce divorce ne serait pas seulement une séparation, ce serait une révélation. Pour lui, pour moi, et pour tous ceux qui pensaient encore savoir qui j'étais. La réponse de mon avocate n'a pas tardé. Elle était ferme, structurée, implacable. Chaque ligne de la proposition adverse était démontée, reformulée, replacée dans un cadre légal précis. En lisant sa contre-offre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une fierté tranquille. Pas seulement pour l'argent, ni pour la stratégie, mais pour le fait d'être enfin défendu à ma juste mesure. Mon mari, lui, a très mal réagi. Il a cessé de jouer la carte de la douceur. Les messages sont devenus plus courts, plus secs. Il parlait de trahison, de double jeu. Comme si mon indépendance était une offense personnelle. Comme si le simple fait que je sois capable de me tenir debout sans lui réécrivait toute notre histoire et l'humiliait. Un soir, il a claqué la porte de l'appartement en rentrant. J'étais dans la chambre, en train de ranger des affaires dans une valise. Pas de précipitation, juste de l'ordre. Il est entré sans frapper. « Tu pars maintenant » a-t-il demandé. « Bientôt » ai-je répondu sans lever les yeux. Il a ri, un rire nerveux, presque amer. « Tu crois vraiment que tu peux effacer 20 ans comme ça ?» Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Je n'efface rien. Je continue. Il s'est approché, trop près. Sa voix baissée. « Tu sais que tout le monde ne te verra pas comme tu te vois. Tu n'es pas aussi irréprochable que tu le crois. » Cette phrase n'était pas une menace claire. Pas encore. Mais elle contenait quelque chose de glissant. Une promesse à demi cachée. J'ai senti un frisson me parcourir. Non pas de peur. D'alerte. Le lendemain, une collègue m'a appelé. Une femme avec qui je travaillais depuis des années. Elle avait l'air gênée. Elle m'a demandé si tout allait bien. Si les rumeurs étaient vraies. J'ai senti mon estomac se nouer. Quelle rumeur? Ai-je demandé. Elle a hésité, puis elle a parlé. Mon mari avait contacté quelqu'un. Il avait laissé entendre que j'avais dissimulé des revenus, que j'avais profité de lui, que mon activité frôlait l'illégalité. Rien de concret, juste assez de flou pour semer le doute. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ce soir-là, j'ai compris que la bataille changeait encore de terrain. On quittait le juridique pour entrer dans quelque chose de plus insidieux. L'image, la réputation. La parole contre la parole. J'ai appelé mon avocate immédiatement. Elle m'a écouté en silence, puis elle a dit « C'est maladroit et dangereux pour lui, mais il ne le sait pas encore. » Ces mots auraient dû me rassurer. Pourtant, une inquiétude sourde s'installait. Je connaissais mon mari. Quand il perdait le contrôle, il cherchait toujours un autre levier. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout ce que j'avais protégé pendant des années, à tout ce qu'il savait de moi, à tout ce qu'il croyait pouvoir utiliser. Et tandis que l'aube commençait à poindre, une question s'était posée, lourde, persistante. Jusqu'où serait-il prêt à aller maintenant qu'il avait compris qu'il n'avait plus rien à gagner, et peut-être beaucoup à perdre? Les jours suivants ont confirmé ce que je redoutais. Les allusions sont devenues plus précises. Pas encore publiques, mais ciblées, presque chirurgicales. Un message d'un ancien partenaire professionnel, soudain distant. Une réunion annulée sans explication claire. Rien d'accusateur, rien de frontal, mais une suite de petits signaux qui dessinaient une ombre là où il n'y en avait jamais eu. Je me suis senti observé, évalué, comme si mon nom circulait dans des conversations auxquelles je n'avais pas accès. Mon avocate m'a conseillé de tout documenter. Chaque message, chaque appel étrange, chaque changement de comportement. Il construit un récit, m'a-t-elle dit, et il espère que tu réagiras émotionnellement. Ne lui donne pas ça. Alors je me suis tenu droite, en apparence. Mais à l'intérieur, la fatigue commençait à se faire sentir. Pas celle du corps, celle de l'esprit. Être toujours vigilante, toujours stratégique, toujours en train d'anticiper le prochain coup. Un après-midi, je suis tombé sur un ancien carnet,
rangées au fond d'un tiroir. Des notes prises des années plus tôt, des idées de projet, des rendez-vous, des chiffres, des dates, à l'époque où mon activité commençait à prendre de l'ampleur et où mon mari me demandait souvent de rester discrète. En tournant les pages, quelque chose m'a frappé. Une évidence que je n'avais jamais vraiment formulée. J'avais tout noté, par habitude, par prudence, par instinct. Il y avait là des traces précises de conversation, de décision, de pression parfois. Rien de spectaculaire pris isolément. Mais ensemble, c'était autre chose. Une chronologie, une cohérence, une vérité. J'ai appelé mon avocate et je lui ai parlé du carnet. Elle m'a demandé de lui envoyer des photos immédiatement. Sa réaction a été différente cette fois. Plus attentive, plus grave. Ce que tu as là, m'a-t-elle dit, peut complètement changer l'équilibre. Mais il faudra choisir le bon moment. Le bon moment. Le soir même, mon mari m'a écrit. Un message étonnamment calme. Il proposait de repartir sur de meilleures bases, de faire une pause dans les procédures, de discuter, seul, sans avocat, pour apaiser les choses, disait-il. J'ai relu le message plusieurs fois. Il arrivait trop tard, et trop bien formulé, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait, comme s'il essayait de reprendre la main avant que je ne fasse un pas de plus. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un courrier recommandé est arrivé. Pas du tribunal, pas de son avocat, d'un organisme que je connaissais très bien, trop bien, une demande de vérification, officielle, formelle, courtoise, mais lourde de conséquences. Je me suis assise lentement, le courrier encore ouvert entre les mains. Mon mari était-il allé jusque-là? Avait-il déclenché cela volontairement? Ou était-ce une coïncidence parfaite, cruelle, au pire moment? Mon téléphone a vibré. Un message de lui. Une seule phrase. Tu vois, quand on joue avec le feu, je suis resté immobile, le cœur battant, parce qu'à cet instant précis, je savais que plus rien ne serait simple, et que le prochain mouvement que je ferais déterminerait non seulement l'issue du divorce, mais peut-être aussi l'avenir de tout ce que j'avais construit. J'ai relu le courrier plusieurs fois, cherchant une faille, une erreur, quelque chose qui me permettrait de respirer. Tout était en règle, trop en règle. Le ton était neutre, presque aimable, mais chaque phrase portait le poids d'un possible effondrement. Une vérification. Rien d'accusateur, officiellement. Pourtant, je savais ce que cela impliquait. Du temps, des justificatifs, des explications, et surtout, une mise sous microscope de ma vie professionnelle. J'ai appelé mon avocate immédiatement. Elle m'a demandé de lui lire le courrier mot pour mot. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Puis elle a dit, très calmement, « Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas grave, si on joue correctement. » J'aurais voulu la croire sans réserve, mais une part de moi tremblait. Pas parce que j'avais quelque chose à cacher, parce que je savais à quel point un doute, même infondé, pouvait faire des dégâts. Dans le monde où j'évoluais, la confiance était une monnaie fragile. Les jours suivants ont été rythmés par les demandes, les scans, les classements. Je fournissais tout, absolument tout, chaque contrat, chaque facture, chaque échange. Plus je rassemblais les pièces, plus une étrange sensation m'envahissait, une forme de solidité. Ma vie, mise à plat, tenait debout. Elle avait une logique, une cohérence, et surtout, elle ne devait rien à mon mari. Lui, en revanche, changeait encore de visage. Tantôt silencieux, tantôt faussement conciliant. Il me proposait à nouveau de tout arrêter, de régler ça entre nous. Il disait craindre pour moi, pour ma santé, pour ma réputation, comme s'il se posait en protecteur après avoir allumé l'incendie. Un soir, alors que je rentrais tard, je l'ai trouvé dans le salon, assis dans la pénombre. Il n'a pas allumé la lumière. Il m'a simplement regardé entrer, comme s'il m'attendait depuis des heures. « Tu sais que ça peut mal finir ?» a-t-il dit. Je n'ai pas posé mon sac. Je suis resté debout. « Pour qui ?» Il a esquissé un sourire que je connaissais bien. Celui qu'il utilisait quand il croyait avoir un coup d'avance. « Pour nous deux, » a-t-il répondu, « mais surtout pour toi. Tu as beaucoup à perdre. » J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la peur. Une dernière illusion. Celle qu'il y avait encore, quelque part, une limite qu'il ne franchirait pas. Le lendemain, mon avocate m'a appelé tôt. Sa voix était plus grave que d'habitude. Elle avait reçu un élément nouveau, un échange.
Un mail, envoyé par mon mari à un tiers, quelques semaines plus tôt. Il y parlait de moi, de mes revenus, de zone grise, de moyens de pression. Ce document, m'a-t-elle dit, s'il est utilisé au bon moment, peut retourner la situation. Complètement. Je me suis assise lentement, le téléphone encore à l'oreille. Tout devenait plus clair. Trop clair, les rumeurs, le courrier, les menaces voilées. Ce n'était pas une réaction impulsive. C'était une stratégie. Et à cet instant précis, une question s'est imposée à moi avec une brutalité nouvelle. Étais-je prêt à dévoiler toute la vérité, même celle que je m'étais longtemps refusé à regarder en face? Je n'ai pas répondu tout de suite à mon avocate. J'ai raccroché, je me suis levé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ouvert la fenêtre en grand. L'air froid m'a saisi, mais il m'a aussi ancré. Je n'étais plus dans la survie. J'étais à un carrefour, et cette fois, je voyais clairement les routes possibles. Pendant des années, j'avais cru que la discrétion me protégeait, que l'amour demandait parfois de se taire, de s'effacer un peu, de ne pas briller trop fort. J'avais confondu paix et silence. Ce divorce, brutal, cruel, déclenché au pire moment de ma vie, venait de m'enseigner une vérité simple et implacable. Se taire n'avait jamais empêché la violence, elle l'avait seulement rendue invisible. J'ai rappelé mon avocate. Ma voix ne tremblait plus. Je lui ai dit oui. Oui, nous utiliserions ce mail. Oui, nous répondrions officiellement à la vérification. Oui, nous laisserions les faits parler. Tous les faits. La suite n'a pas été spectaculaire. Pas de cris, pas de scène, mais une chute lente et inévitable. L'organisme a clos la vérification sans la moindre remarque. Tout était conforme. Mieux encore, irréprochable. En parallèle, le document envoyé par mon mari a été versé au dossier du divorce. Noir sur blanc, daté, signé, sa stratégie exposée, ses intentions révélées. Le ton a changé, radicalement. Ses messages ont cessé. Son avocat a revu sa position. Les négociations sont devenues prudentes, presque défensives. Et un matin, sans éclat particulier, l'accord a été signé, équilibré, juste, définitif. Je me souviens du moment exact où j'ai quitté le cabinet. Il pleuvait légèrement. Les gens passaient sans me regarder. Et pourtant, je me sentais incroyablement visible. Entière, je n'avais rien gagné de plus que ce que j'avais déjà. J'avais simplement cessé de le cacher. Mon mari ne m'a pas accompagné. Il ne m'a pas rappelé. Il ne m'a pas regardé une dernière fois. Peut-être parce que, pour la première fois, il me voyait tel que j'étais vraiment, et que cela ne correspondait plus à l'histoire qu'il s'était racontée. Quelques mois plus tard, je suis retourné à l'hôpital, pas comme patiente, pour rendre visite à quelqu'un. En traversant le couloir, j'ai repensé à cette chambre blanche, à cette chaise, à ce mot lancé comme une sentence. Divorce? J'ai souri doucement. Ce jour-là, il avait cru me quitter au moment où j'étais la plus faible. Il n'avait pas compris que j'étais déjà en train de me relever. Et qu'en me perdant, il venait surtout de perdre le contrôle sur une femme qui n'avait jamais été à lui. Aujourd'hui, je ne raconte pas cette histoire par vengeance. Je la raconte pour celles qui doutent encore, pour celles qui pensent qu'elles doivent disparaître pour être aimées, pour celles à qui on dit qu'elles ne survivront pas seules. Parfois, ce qu'on prend pour une fin humiliante n'est en réalité que le début d'une liberté longtemps différée. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes, trop calmes, comme après une tempête, quand tout semble figé mais que l'on sait, au fond, que quelque chose n'a pas encore fini de tomber. J'avais changé d'appartement, un espace lumineux, minimaliste, qui ne portait aucune trace de lui. Chaque objet avait été choisi par moi, pour moi. Et pourtant, certaines nuits, je me réveillais avec la sensation persistante d'être encore observé. Au travail, les choses reprenaient leur cours. Mes clients étaient là, fidèles, certains plus attentifs qu'avant, comme s'ils avaient senti, sans connaître les détails, que j'avais traversé quelque chose. Je travaillais beaucoup, non pour fuir, mais parce que cela me rappelait qui j'étais avant de devenir une épouse, avant de me réduire à une version acceptable de moi-même. Un matin, en ouvrant ma boîte mail, j'ai trouvé un message inattendu. L'expéditeur ne m'était pas inconnu. C'était une femme. Le prénom m'a immédiatement ramené des années en arrière. Une ancienne collègue de mon mari. Quelqu'un que je n'avais jamais vraiment aimé, sans savoir pourquoi. Le message était bref, presque maladroit. Elle disait vouloir me parler, en toute discrétion.
Elle ajoutait une phrase qui m'a glacé. Il y a des choses que vous devriez savoir. J'ai relu le message plusieurs fois. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. J'avais tourné la page. Du moins, je le croyais. Mais une intuition, sourde, insistante, me disait que ce chapitre n'était peut-être pas aussi clos que je le pensais. J'ai répondu, un simple « d'accord ». Rien de plus. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café discret, loin de mes habitudes. Quand elle est arrivée, j'ai été frappé par son air nerveux. Elle a parlé vite, trop vite, comme quelqu'un qui redoute de se raviser. Elle m'a dit qu'elle hésitait depuis des mois, qu'elle s'en voulait, qu'elle avait gardé le silence trop longtemps. Puis elle a prononcé son nom. Une autre femme, pas récente, pas après le divorce, bien avant. Elle m'a expliqué sans détour. Une relation parallèle, pas une aventure d'un soir. Quelque chose de plus structuré, de plus ancien. Elle savait, d'autres savaient, et moi, je n'avais jamais rien vu, ou peut-être que je n'avais jamais voulu voir. Je suis resté immobile, les mains autour de ma tasse devenues froides. Étrangement, je n'ai pas ressenti la douleur que j'aurais imaginée, juste une lucidité brutale. Tout s'alignait, les absences, les silences, les moments où je m'étais senti de trop dans ma propre vie. Elle m'a tendu son téléphone. Des messages, des dates, des preuves. Je n'ai pas tout regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà que ce qu'elle m'apportait n'était pas seulement une trahison supplémentaire. C'était une clé. En rentrant chez moi, je me suis assise dans le silence. Ce divorce n'avait pas été déclenché par ma maladie, ni par mon indépendance financière. Il avait été une fuite, une manœuvre, peut-être même une anticipation. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé si mon mari avait vraiment perdu le contrôle, ou s'il avait simplement cru le reprendre jusqu'au moment où quelque chose lui avait échappé. Je n'ai jamais confronté mon ex-mari à propos de cette autre femme. Pas par faiblesse, pas par peur, mais parce qu'à cet instant précis, je n'en avais plus besoin. La vérité n'était plus une arme à brandir, ni une plaie à rouvrir. Elle était devenue une confirmation. Tout ce que j'avais ressenti sans pouvoir le nommer avait enfin un visage. Et ce visage ne me concernait plus. Ce jour-là, j'ai compris que le divorce n'avait pas été un rejet, mais un aveu maladroit. Il n'avait pas quitté une femme malade. Il n'avait pas fui une épouse dépendante. Il avait tenté d'échapper à une femme qui, sans le savoir, l'y échappait déjà depuis longtemps. Mon indépendance financière ne l'avait pas humilié. Elle l'avait terrifié, parce qu'elle révélait une vérité insupportable pour lui. Il n'était pas indispensable. J'ai fermé ce chapitre sans éclat, mais avec une élégance qui m'a surprise moi-même. J'ai continué à travailler, à créer, à bâtir. Mes revenus ont augmenté, ma confiance aussi, et avec elle, une paix nouvelle, profonde, silencieuse. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui, ni au monde. Un soir, des mois plus tard, je l'ai croisé par hasard. Dans la rue, il m'a reconnu immédiatement. Moi aussi. Il avait l'air plus petit, pas physiquement, intérieurement. Il a souri, hésité, puis a prononcé mon prénom comme on prononce un souvenir fragile. Je lui ai rendu son sourire. Poli, distant, libre, il a compris. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'était pas de la rancune qu'il lisait sur mon visage. C'était l'absence totale de besoin. Et c'est là que j'ai su que j'avais vraiment gagné. Pas de procès spectaculaire, pas de revanche criante, mais une victoire bien plus rare, celle de ne plus être définie par ce que quelqu'un d'autre a cru pouvoir m'enlever. Il m'avait demandé le divorce dans une chambre d'hôpital, convaincu que j'étais faible, dépendante, perdue. Il ne savait pas que je gagnais 130 000 € par an. Mais surtout, il ne savait pas que je possédais quelque chose d'encore plus précieux, la capacité de me reconstruire sans bruit, sans haine, sans permission. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour dénoncer un homme, c'est pour rappeler une chose essentielle. Parfois, on nous quitte au moment où l'on est à terre, persuadé que l'on ne se relèvera pas. Mais certaines chutes ne sont pas des fins. Ce sont des révélations. Et si quelqu'un, quelque part, vous fait croire que vous n'êtes rien sans lui, souvenez-vous de ceci. Il se peut qu'il parte précisément parce qu'il commence à comprendre que vous n'avez jamais eu besoin de lui pour exister.